Lors du dîner de famille, ma belle-mère a levé son verre et a déclaré, fière de tout le monde, sauf de ma belle-fille inutile. Des rires ont éclaté. Je me suis levé, j'ai déposé une enveloppe scellée sur la table, et j'ai dit, joyeuse fête des mères. Puis je suis parti. Le concessionnaire Mercedes sentait le cuir et les rêves coûteux. J'y suis resté 3 heures, non pas parce que je n'arrivais pas à choisir la couleur blanc nacré, sa préférée, mais parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Le vendeur n'arrêtait pas de demander si j'étais sûr, les sourcils levés devant le prix qui allait vider la moitié de mon compte d'épargne. J'ai hoché la tête à chaque fois, signant les papiers avec une détermination qui ressemblait plus à du désespoir. C'est pour ma belle-mère, ai-je expliqué, regardant son expression passer de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Vous pensiez probablement que j'étais folle. Peut-être l'étais-je. Mais être folle semblait mieux qu'être invisible. Avant de continuer, je voudrais vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires où l'on trouve sa voix. Si vous pensez que tout le monde mérite le respect dans ses relations, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Les 3 dernières années avaient été une masterclass de rejet déguisé en politesse. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque célébration, j'étais l'étrangère regardant à travers une vitre qui ne semblait jamais se briser. Geneviève avait une façon de me faire sentir comme une invitée qui avait dépassé la durée de son séjour dans mon propre mariage. Son fils, mon mari, Thomas, trouvait toujours des excuses. Elle est juste traditionnelle. Ou, laisse-lui du temps. Ou mon préféré personnel, tu es trop sensible. Trop sensible. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je passais mes doigts sur le capot immaculé de la voiture. Ce n'était pas de la sensibilité. C'était de la stratégie. Si l'argent fait parler, alors peut-être qu'une conversation à 75 000 € la ferait enfin m'entendre. J'avais tout recherché. La voiture de ses rêves depuis qu'elle avait 25 ans. Le modèle exact qu'elle avait montré dans des magazines. Les caractéristiques qu'elle avait mentionné vouloir. Chaque détail avait été catalogué dans mon esprit comme une preuve dans une affaire que j'étais déterminé à gagner. Les sièges chauffants pour son arthrite, le système audio premium pour son obsession de musique classique, même la nuance spécifique de l'intérieur qui correspondait à la décoration de son salon. Debout dans ma chambre ce matin-là, j'ai essayé 4 tenues différentes. La robe bleue, trop décontractée. Le tailleur noir, trop formel, comme si j'assistais à un enterrement au lieu de donner vie à une relation. L'ensemble de couleurs crème, parfait. Sophistiqué mais accessible, cher mais pas ostentatoire. J'avais même pratiqué mon sourire dans le miroir, celui qui disait « j'ai ma place ici ». Au lieu de « s'il vous plaît, acceptez-moi ». Mon reflet me regardait avec des yeux qui contenaient trop d'espoir. J'ai appliqué du rouge à lèvres avec une précision chirurgicale, chaque trait un petit acte d'armure. Les boucles d'oreilles en perles, un cadeau de mariage de ma propre mère, ont attrapé la lumière quand j'ai tourné la tête. « Tu es belle, ma chérie », m'avait-elle dit le jour de mon mariage. Rappelle-toi juste que tu ne peux pas changer les gens qui ne veulent pas être changés. J'aurais dû l'écouter. Le trajet jusqu'à leur maison a été une séance de thérapie de 20 minutes avec moi-même. Les feux de circulation sont devenus des occasions de répéter mon discours. J'ai vu ça et j'ai immédiatement pensé à vous. Trop pressé. J'espère que vous l'aimerez autant que j'ai aimé la choisir. Trop désespéré. Joyeuse fête des mères, maman. Le mot « maman » est resté coincé dans ma gorge comme une langue étrangère que je n'avais jamais vraiment maîtrisée. Son quartier me donnait toujours l'impression d'être une impostrice. Des pelouses manucurées qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que mon salaire mensuel. Des allées qui abritaient des voitures valant plus que de petites maisons. Et ce silence particulier que l'argent achète. Pas de bébé qui pleure. Pas de chien qui aboie. Aucune vie qui n'était pas parfaitement orchestrée. Je me suis garé 3 maisons plus loin, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir. Le cadeau n'était pas seulement la voiture. C'était l'espoir que j'avais enveloppé autour d'elle comme un ruban. C'était mon drapeau blanc, mon offre de paix. Ma dernière tentative de construire un pont sur le gouffre que Geneviève avait creusé entre nous. Les clés semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû dans ma paume. Métal froid contre peau chaude. Chaque crête et chaque courbe représentant des heures de planification, des semaines d'économie, des mois à rêver de ce moment. J'avais imaginé son visage s'illuminer, ses bras s'ouvrir, sa voix disant quelque chose.
N'importe quoi qui ressemblait à de l'acceptation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur. Tu es sûr de ça? C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui te traite comme de la camelote. J'ai retourné le téléphone face cachée. Elle ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de possibilité. La possibilité que l'amour puisse être acheté, que le respect puisse être gagné, que peut-être, juste peut-être, je puisse acheter mon entrée dans une famille qui ressemblait plus à un club exclusif dont je ne pouvais pas me permettre l'adhésion. L'ironie ne m'a pas échappé. J'essayais d'acheter l'amour de quelqu'un qui avait déjà tout, pendant que ma propre mère faisait des doubles quarts pour garder son appartement. Mais le désespoir fait de nous tous des hypocrites. J'ai vérifié mon apparence une dernière fois dans le rétroviseur. La femme qui me regardait était soignée, posée et complètement terrifiée. J'ai chuchoté une prière à qui voudrait bien écouter. S'il vous plaît, faites que cela fonctionne. S'il vous plaît, faites qu'elle me voie. S'il vous plaît, faites que cela suffise. Le chemin jusqu'à leur porte d'entrée a semblé être une marche sur la planche. Chaque pas était mesuré, délibéré, portant le poids de 3 ans d'affront, de mépris et de cruauté soigneusement élaborés. La boîte cadeau contenant les clés semblait à la fois substantielle et insignifiante dans mes mains. Substantielle à cause de ce qu'elle représentait, insignifiante parce qu'au fond, je connaissais déjà la vérité. Je n'étais pas prête à y faire face. Certaines personnes ne peuvent pas être achetées. Certains ponts ne peuvent pas être construits. Certaines guerres ne peuvent pas être gagnées avec de la gentillesse. Mais je n'étais pas prête à me rendre. Pas encore. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Geneviève se tenait là dans sa robe émeraude signature, celle qui faisait ressembler ses yeux à du verre taillé, son sourire déjà en place pour le public qui se rassemblait derrière elle. Ma chérie, s'est-elle exclamée assez fort pour que tout le monde l'entende, ses bras s'écartant dans une performance de chaleur maternelle. Mais quand elle s'est penchée pour le baiser aérien obligatoire, son murmure était de la glace contre mon oreille. Tu as 20 minutes de retard. Je ne l'étais pas. J'étais exactement à l'heure. Mais la ponctualité, comme tout le reste chez moi, ne serait jamais suffisante. Le salon bourdonnait de ce genre d'énergie que les vins chers et les listes d'invités soigneusement sélectionnés créent. Ses amis du club de lecture, les dames du country club, les cousins de mon mari, toutes les personnes dont elle collectionnait l'approbation comme des trophées. J'ai immédiatement reconnu la chorégraphie. J'étais le premier acte, l'échauffement avant que le vrai spectacle ne commence. Tout le monde, vous vous souvenez de ma belle-fille, a-t-elle annoncé, sa main sur mon épaule ressemblant plus à une lesca de l'affection. Les hochements de tête polis et les sourires forcés ont ondulé dans la pièce comme des dominos qui tombent. Madame Henderson, la voisine, m'a lancé ce regard, celui qui disait qu'elle se souvenait de Noël dernier quand j'avais accidentellement utilisé la mauvaise fourchette pour la salade. Je me suis dirigé vers la cuisine, la mémoire musculaire me guidant vers le seul endroit où je pouvais trouver refuge. Claire arrangeait des amuse-bouches sur des assiettes en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon paiement de voiture. Je peux aider, ai-je demandé, voulant sincèrement contribuer, trouver un coin d'utilité dans cette soirée parfaitement orchestrée. Claire a jeté un coup d'œil vers le salon, puis vers moi. Oh, c'est gentil, ma chérie, mais je pense que Geneviève a tout sous contrôle. Sa voix portait cette marque particulière de gentillesse qui ressemblait à du rejet enveloppé dans de la soie. Pourquoi tu n'irais pas te mêler aux autres? Je suis sûr que tout le monde adorerait prendre de tes nouvelles. Prendre de mes nouvelles de quoi? Ma carrière inexistante, mon échec à produire des petits-enfants, la façon dont j'avais d'une manière ou d'une autre déçu leur fils en or malgré 3 ans passés à essayer de devenir quelqu'un digne de leur nom de famille. Je me suis retiré dans un coin près du piano, sirotant un verre de vin qui avait le goût de regret coûteux. De là, je pouvais regarder la performance se dérouler. Geneviève se déplaçait dans la foule comme un chef d'orchestre. Chaque geste délibéré, chaque rire parfaitement synchronisé. Quand elle parlait au docteur Martinez de sa dernière partie de golf, ses yeux pétillaient d'un intérêt sincère. Quand elle complimentait la nouvelle coupe de cheveux de Madame Chen, sa voix portait une chaleur authentique. Mais quand son regard m'a trouvé de l'autre côté de la pièce, la température a chuté de 10 degrés. Mon mari, Thomas, est apparu à son coude, transformé en la version de lui-même qui n'existait qu'en sa présence. Fini l'homme qui regardait Netflix avec moi en pyjama, remplacé par cet étranger désireux de plaire qui riait trop fort à ses blagues et s'accrochait à chacune de ses paroles comme à l'évangile. Maman,
tu as vu les fleurs que Clara a apportées, a-t-il dit, gesticulant vers le modeste bouquet que j'avais placé sur la table d'appoint. Geneviève les a regardées avec dédain. Quelle attention! Bien que je préfère les roses, les blanches, mais je suppose que tout le monde ne le sait pas, je savais. Je lui avais demandé spécifiquement la semaine dernière quelles étaient ses fleurs préférées. Il avait haussé les épaules et dit qu'elle aimait n'importe quoi. Une autre petite trahison dans un mariage construit sur son incapacité à choisir son camp. La soirée a progressé comme un désastre au ralenti. Chaque tentative de conversation devenait un champ de mine. Quand j'ai mentionné mes nouveaux cours de yoga, Geneviève a orienté la discussion vers son instructrice de pilates, qui comprend vraiment la bonne posture. Quand j'ai complimenté le dîner, Geneviève a lancé une explication détaillée sur la difficulté de trouver des ingrédients de qualité, comme si j'avais d'une manière ou d'une autre insinué qu'elle avait fait ses courses dans un supermarché discount. Ses amis ont commencé à saisir la dynamique, leurs yeux allant et venant entre nous comme des spectateurs à un match de tennis. Je pouvais sentir leur pitié, épaisse et inconfortable, s'installer dans la pièce comme de l'humidité. Certains regardaient ailleurs quand Geneviève lançait ses petites piques. D'autres souriaient nerveusement, ne sachant pas s'il fallait rire ou intervenir. Le pire n'était pas sa cruauté. C'était à quel point cela semblait normal. 3 ans m'avaient entraîné à attendre ce traitement, à me préparer à l'impact chaque fois que nous partagions le même espace. J'étais devenu fluide dans la langue de l'humiliation subtile, conversationnel dans l'art d'être rendu invisible tout en étant en pleine vue. Le dîner a été servi avec une précision militaire. Je me suis retrouvé assise entre oncle Robert, qui a passé 40 minutes à expliquer la crypto-monnaie, et ma cousine Nathalie, qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone et de s'excuser d'être si occupée par le travail. Le vrai travail impliquait son ton. Pas n'importe quoi que je faisais pour remplir mes journées. La conversation a coulé autour de moi comme de l'eau autour d'une pierre. J'ai souri aux moments appropriés, hoché la tête quand on s'y attendait, ri quand on me donnait le signal, mais à l'intérieur, je cataloguais chaque affront, chaque rejet, chaque moment où mon mari a choisi le confort de sa mère au détriment de ma dignité. Le dessert est arrivé, une création au chocolat élaborée qui a probablement pris des heures à préparer. Geneviève a servi tout le monde personnellement, faisant de petits commentaires sur leurs préférences, leurs restrictions alimentaires, leur vie qui était suffisamment importante pour qu'on s'en souvienne. Quand Geneviève m'a atteinte, elle a posé l'assiette sans cérémonie. Aucun commentaire, aucun contact visuel, aucune reconnaissance que j'étais plus qu'un meuble nécessitant d'être nourri. C'est alors que Geneviève s'est levée, verre de cristal à la main, commandant l'attention de la pièce avec l'autorité sans effort de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. La conversation s'est éteinte, les visages se sont tournés vers elle dans l'attente, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Son sourire était radiant, pratiqué, parfait. Je veux juste prendre un moment pour dire combien je suis reconnaissante pour vous tous. Mes merveilleux amis, ma famille incroyable. Ses yeux ont balayé la pièce, touchant chaque visage avec chaleur et affection, jusqu'à ce qu'il m'atteigne. Je suis si fier de tout le monde ici ce soir. Tout le monde, sauf ma belle-fille inutile. Les mots ont frappé la pièce comme une gifle. Pendant un battement de cœur, il y a eu le silence. Puis quelqu'un, je pense que c'était oncle Robert, a laissé échapper un rire nerveux. Puis un autre. Puis la pièce a éclaté de rire, le genre qui se nourrit de l'inconfort et devient plus fort à chaque voix qui le rejoint. Je suis restée assise, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant le visage de mon mari se froisser de gêne. Pas pour moi, pour lui-même. Pour être associé à quelqu'un qui venait d'être publiquement exécuté à la table du dîner de sa mère. Quelque chose en moi est devenu très calme, très silencieux, très terminé. Le rire résonnait encore quand j'ai senti mes jambes pousser contre la chaise. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne puisse suivre, se levant avec une lenteur délibérée qui semblait étirer le temps lui-même. L'énergie de la pièce a changé. Les conversations ont hésité au milieu d'une phrase. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Et soudain, tous les yeux suivaient mon mouvement comme un prédateur repérant une proie. Mon sac à main était posé à côté de ma chaise, innocent et discret. À l'intérieur, niché entre mon rouge à lèvres et mes clés de voiture, se trouvait l'enveloppe blanche que j'avais scellée 3 mois auparavant. L'enveloppe que j'avais espéré ne jamais avoir besoin d'utiliser. L'enveloppe qui contenait des mots que j'avais écrits dans un moment de clarté si vive qu'elle avait traversé des années de doute de soi. Je l'avais oublié jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce moment où sa cruauté a finalement dépassé ma capacité à pardonner. Maintenant,
cela ressemblait au destin, comme si chaque humiliation avait mené à cet instant précis où je parlerais enfin une langue qu'elle comprenait. Ma main a trouvé l'enveloppe sans tâtonner. La mémoire musculaire m'a guidé alors que je la sortais des profondeurs de mon sac. Son poids était à la fois insignifiant et monumental. Le papier était net, coûteux, le genre que Geneviève aurait approuvé si elle n'avait pas été sur le point d'en devenir la victime. Le chemin jusqu'à son bout de table a semblé être la traversée d'un champ de bataille. Chaque pas résonnait dans le silence soudain, mes talons claquant sur le parquet avec une précision militaire. La distance ne devait pas être de plus de 2,5 mètres, mais cela a semblé traverser des continents. Je pouvais sentir le poids de tous les regards. Le souffle collectif retenu de personnes qui n'avaient jamais vu personne tenir tête à la reine de leur petit royaume social. Geneviève souriait encore quand je l'ai atteinte, cette expression victorieuse figée sur son visage comme un masque qui n'avait pas encore réalisé que la pièce avait changé. Son verre de vin a attrapé la lumière du lustre, créant de minuscules arcs-en-ciel qui dansaient sur la nappe blanche. C'était beau, élégant, parfait, tout ce qu'elle exigeait que son monde soit. J'ai placé l'enveloppe directement devant ce verre. Le papier blanc se détachant sur le liquide bordeaux. Mes doigts n'ont pas tremblé. Ma voix n'a pas vacillé. 3 ans de mots ravalés s'étaient cristallisés en ce moment de calme absolu. Joyeuse fête des mères, ai-je dit, et les mots sont sortis doux, tendres, presque affectueux. Ils portaient le poids de chaque cadeau de fête des mères sur lequel j'avais tant réfléchi, de chaque carte que j'avais signée avec espoir, de chaque tentative de connexion qu'elle avait rejetée. Mais maintenant, ils signifiaient quelque chose de différent. Maintenant, ils étaient une oraison funèbre pour la relation qui n'avait jamais existé. L'enveloppe est restée là comme une petite pierre tombale blanche marquant la mort de mes tentatives d'appartenir à son monde. Je me suis détourné de son expression confuse, de la table au visage figé, de la vie dans laquelle j'avais essayé si désespérément de m'intégrer. La salle à manger, qui avait ressemblé à un tribunal quelques instants auparavant, ressemblait maintenant à un musée. Belle, intouchable et finalement dénuée de sens. La porte d'entrée s'est ouverte facilement sous ma main. Dehors, l'air printanier a frappé mon visage comme la liberté elle-même, frais et pur après l'atmosphère suffocante de politesse forcée. Ma voiture, la Mercedes qui aurait dû être son cadeau, attendait dans l'allée comme un véhicule d'évasion. Les clés étaient déjà dans ma paume, chaudes de ma prise, et prêtes pour leur véritable but. Non pas comme une offre de paix, mais comme ma voie d'évasion. J'avais acheté la voiture en pensant qu'elle construirait un pont entre nous. Au lieu de cela, elle est devenue le véhicule qui m'a emporté loin d'elle pour toujours. Le siège en cuir m'a accueilli comme une vieille amie. Le moteur a ronronné à la vie avec une précision coûteuse, et pour la première fois de la soirée, quelque chose semblait juste. Le tableau de bord brillait doucement dans l'obscurité. Toutes les caractéristiques que j'avais choisies spécifiquement pour elle me servaient maintenant. J'ai ajusté le rétroviseur et aperçu la maison, toute illuminée et parfaite, comme un plateau de cinéma conçu pour présenter une vie idéale qui n'existait qu'en surface. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir des ombres bouger frénétiquement. Le dîner, qui avait été orchestré pour m'humilier, était maintenant dans le chaos. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Puis encore et encore. La panique commençait. J'ai mis la voiture en marche arrière. Le mouvement était doux et satisfaisant. 3 ans à marcher sur des œufs, 3 ans à mesurer mes mots, 3 ans à me rétrécir pour rentrer dans des espaces qui n'étaient jamais faits pour moi. Tout cela se terminait par le simple acte de reculer dans une allée. C'est alors que j'ai entendu. Le cri a traversé l'air du soir comme une sirène, aigu, désespéré et complètement différent de la voix contrôlée que Geneviève avait utilisée pour me détruire quelques instants auparavant. Il était brut, sans filtre, le son de quelqu'un dont le monde parfaitement construit venait de se fissurer en son milieu. J'ai marqué une pause, mon pied planant au-dessus du frein, et j'ai souri. Pas le sourire poli et pratiqué que j'avais porté pendant 3 ans, mais quelque chose de réel, de satisfait et entièrement à moi. Geneviève avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, écrit de ma main soigneuse sur du papier qui correspondait à ses propres articles de papeterie coûteux, se trouvaient les mots que j'avais gardés pour exactement ce moment. Je suis au courant du fonds fiduciaire. Je suis au courant des conditions d'héritage. Je suis au courant du contrat de mariage que vous lui avez fait signer. Et je sais que vous n'avez jamais prévu que la belle-fille inutile aurait des copies de tout. Mon avocat vous contactera lundi matin. Profitez de votre fête des mères. Les cris ont continué alors que je passais en marche avant, mais ils devenaient plus faibles maintenant,
avalée par la distance et le ronronnement satisfaisant d'un moteur qui n'avait jamais sonné si doux. Pendant 3 ans, elle avait toutes les cartes. Ce soir, j'avais enfin joué la mienne. La route devant moi s'étendait, vide et pleine de possibilités, et j'ai roulé vers elle sans regarder en arrière. Le premier feu rouge m'a donné 30 secondes d'immobilité avant que la tempête ne commence vraiment. Mon téléphone, niché en toute sécurité dans mon sac à main, avait commencé sa crise numérique, vibrant si frénétiquement qu'il ressemblait à une guêpe en colère piégée dans du tissu. Je me suis arrêté sur le parking d'une station-service, le moteur toujours en marche, et j'ai regardé l'écran s'illuminer avec les appels entrants. Thomas. Thomas. Numéro inconnu. Thomas encore. Son nom, Geneviève, clignotant comme un signal d'avertissement, puis des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des téléphones empruntés quand j'ai arrêté de répondre aux numéros familiers. Le désespoir était presque palpable à travers l'écran de verre. J'ai tenu le téléphone un instant, mon pouce planant au-dessus du bouton d'alimentation. 3 ans à sursauter à chaque sonnerie. 3 ans à vérifier les messages avec l'estomac noué par l'anxiété. 3 ans à être disponible pour leur convenance. Le bouton d'alimentation a cliqué avec finalité et l'écran est devenu noir. Dans la boîte à gants, il a disparu, niché entre les papiers d'assurance et le manuel de la voiture qu'elle n'aurait jamais lu. Le silence n'avait jamais semblé aussi luxueux. De retour à la maison, je ne pouvais qu'imaginer le chaos qui se déroulait. Geneviève, qui se targuait de contrôler chaque récit, chaque perception, chaque détail soigneusement orchestré de sa position sociale, serait en mode de gestion totale des dégâts. Mais comment gérer des dégâts quand on ne comprend même pas ce qui a été endommagé? L'enveloppe avait été délibérément vague, conçue pour laisser sa paranoïa faire la majeure partie du travail. Geneviève saurait que j'avais quelque chose contre elle, quelque chose de suffisamment important pour me faire quitter un mariage et une famille avec une confiance totale, mais ne pas savoir exactement quoi la rongerait plus que n'importe quelle menace spécifique. J'ai roulé sans but pendant 20 minutes, laissant la mémoire musculaire me guider à travers des rues familières pendant que mon esprit traitait ce que je venais de faire. La ville semblait différente d'une certaine manière, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. Les lampadaires semblaient plus brillants, le trafic de fin de soirée moins oppressant. Même la radio sonnait mieux, jouant des chansons que j'avais oublié aimer. Le Marriott Centre-Ville avait des disponibilités. J'y avais séjourné une fois pour une conférence de travail, à l'époque où j'avais un travail qui comptait, avant que je ne laisse progressivement ma carrière mourir au service d'être l'épouse parfaite d'un homme imparfait. Le hall sentait les bougies chères et les nouveaux départs. Juste pour cette nuit, a demandé la réceptionniste, les doigts posés au-dessus de son clavier. Je ne suis pas encore sûr, ai-je répondu, et j'ai réalisé que c'était la première réponse honnête que j'avais donnée à quelqu'un depuis des mois. La chambre 847 est devenue mon sanctuaire. J'ai laissé tomber mon sac fourre-tout emballé à la hâte sur le lit king size et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de ma poitrine se déployer pour la première fois depuis des années. Pas de dîner à planifier en fonction de l'emploi du temps de Thomas. Pas d'événements sociaux à gérer en fonction des humeurs de Geneviève. Pas de conversation à surveiller pour les champs de mine cachés. Juste le silence. Un beau silence doré. J'ai commandé un service en chambre, quelque chose de décadent et de complètement peu pratique pour le dîner. Des fraises enrobées de chocolat et du vin cher, le genre de repas qui aurait déclenché une des conférences de Geneviève sur la bonne nutrition et le bon exemple à donner. Ce soir-là, cela ressemblait à de la rébellion sur une assiette. Mon ordinateur portable s'est ouvert sur 17 nouveaux courriels, mais un seul a attiré mon attention. Laura, la cousine de Thomas de Marseille, celle qui avait toujours été trop jeune pour le cercle intérieur de Geneviève mais assez vieille pour voir à travers les jeux de pouvoir familiaux. Mon Dieu, Clara. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Tout le monde perd la tête. Geneviève s'est enfermée dans le bureau et Thomas fait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Aussi, quoi que tu aies fait, bravo. Quelqu'un devait la faire descendre de son piédestal il y a des années. J'ai souri, les doigts planant au-dessus du clavier. Laura avait toujours été celle qui disait la vérité dans la famille, celle qui disait ce que tout le monde ne faisait que murmurer derrière des portes closes. Son approbation comptait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Disons simplement que j'ai enfin appris à parler sa langue, ai-je répondu. D'autres messages ont afflué tout au long de la soirée. Le frère de Thomas de Lyon. Pas sûr de ce qui s'est passé, mais maman appelle tout le monde en exigeant qu'il coupe les ponts avec toi. La plupart des gens demandent ce qui t'a pris si longtemps. Mon ancienne belle-sœur, divorcée de la famille il y a 3 ans.
Bienvenue au club, ma chérie. Population, tous ceux qui sont assez intelligents pour fuir. Mais le message le plus surprenant est venu du docteur Martinez, voisin de Geneviève et ami de longue date de la famille. Ma femme et moi avons été témoins de ce qui s'est passé ce soir. Nous voulions que vous sachiez que beaucoup d'entre nous attendaient que quelqu'un tienne tête à son comportement. C'est inconfortable à regarder depuis des années. Quelle que soit la source de votre courage, nous sommes heureux que vous l'ayez trouvé. Celui-là m'a fait marquer une pause. Combien de personnes avaient été des témoins silencieux de mon humiliation? Combien avaient voulu parler mais manquaient de courage? Combien de dîners, de réunions de famille et d'événements sociaux avaient été gâchés par sa cruauté pendant que tout le monde regardait ailleurs? Le vin me rendait philosophique. Ou peut-être était-ce la liberté. Je me suis retrouvé à parcourir de vieilles photos sur mon ordinateur portable. Des photos d'avant Thomas, d'avant le mariage, d'avant que je ne commence à me rétrécir pour rentrer dans des espaces qui n'étaient jamais faits pour moi. La voilà, la femme qui avait traversé le pays pour une promotion professionnelle, qui avait négocié sa première augmentation de salaire, qui avait fait du sac à dos à travers l'Europe seule et avait aimé chaque moment incertain. Quand avais-je cessé d'être elle? Vers minuit, Laura a envoyé un autre message. Mise à jour, Geneviève a passé 5 appels téléphoniques pour essayer de savoir ce que tu penses savoir. Elle exige que tout le monde choisisse son camp. La plupart des gens choisissent le silence gêné. Thomas a l'air d'avoir été renversé par un camion. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Certaines victoires étaient faites pour être savourées en silence. Dehors, par la fenêtre de ma chambre d'hôtel, la ville scintillait de possibilités. Le lendemain apporterait des avocats et des conversations difficiles, et le travail désordonné de démêler une vie que j'avais passé 3 ans à construire autour des attentes des autres. Mais cette nuit était à moi. J'ai levé mon verre de vin vers mon reflet dans la fenêtre. À la femme qui avait enfin cessé de s'excuser de prendre de la place dans sa propre vie. Le matin est arrivé avec le café du service en chambre et une lumière du soleil qui ne jugeait pas. J'avais mieux dormi que depuis des mois. Enveloppé dans des draps d'hôtel qui sentaient la lavande au lieu de la tension qui avait imprégné notre chambre à la maison. Mon téléphone, récupéré de son exil dans la boîte à gants, affichait 43 appels manqués et 17 messages vocaux. J'en ai sélectionné un au hasard. La voix de Thomas, enregistrée à 2h47 du matin. Clara, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman, elle s'effondre. Elle ne veut pas me dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Elle n'arrête pas de dire, tu as tout détruit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. L'épuisement transparaissait à travers le haut-parleur. Tout le monde pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre, car je ne sais même plus à quel jeu nous jouons. Le message a continué avec des bruits de fond, des voix étouffées, ce qui ressemblait à des pleurs, le chaos d'une famille en chute libre. Rappelle-moi, d'accord? On peut arranger ça. On arrange toujours les choses. C'est ce qu'on fait. Je l'ai supprimé sans écouter la suite. Le message vocal suivant était Geneviève elle-même, sa voix tendue par le genre de contrôle qui vient d'années de pratique de gestion de crise. Clara chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'aimerais t'inviter à déjeuner cette semaine, juste nous deux. Nous pouvons discuter de toutes les préoccupations que tu pourrais avoir, comme des adultes civilisés. Même en panique, elle n'a pas pu résister aux petites piques subtiles. Adulte civilisé, impliquait que j'avais été autre chose. Préoccupation, suggérait que ma réaction était une réaction excessive. Malentendu, décrivait la nuit dernière comme une simple erreur de communication plutôt que 3 ans de guerre émotionnelle systématique. J'ai aussi supprimé celui-là. Mais c'est le SMS de Claire, la jeune cousine de Thomas, qui m'a arrêté net. J'aimerais avoir ton courage. Je la regarde démolir les gens depuis 20 ans, et je n'ai jamais vu personne s'en aller comme ça. Tu avais l'air si calme. Comment as-tu fait pour être si courageuse? J'ai fixé ce message pendant 10 minutes, le café refroidissant dans mes mains. Claire avait toujours semblé si confiante lors des réunions de famille, si parfaitement à l'aise dans le monde de Geneviève. L'idée qu'elle souffrait en silence, que mon moment de rébellion lui avait donné quelque chose à espérer, m'a semblé plus lourde que n'importe quelle victoire que j'avais revendiquée pour moi-même. Mon téléphone a sonné. Un numéro connu. Madame Martin, c'est Maître Jacques Dubois de Dubois et Associés. Je représente Madame Geneviève Dubois dans les affaires familiales.
Sa voix portait l'autorité suave d'une formation juridique coûteuse. Elle m'a demandé de prendre contact avec vous concernant la situation d'hier soir. Elle est très désireuse de résoudre tout malentendu et apprécierait l'opportunité de vous parler directement. J'apprécie l'appel, maître Dubois, mais je vais retenir mon propre avocat. Toute communication future devra passer par eux. Bien sûr, c'est tout à fait votre droit. Cependant, je dois mentionner que Madame Dubois est prête à être assez généreuse pour résoudre cette affaire rapidement et discrètement. L'offre est restée en suspens comme un appât. Rapide et discrète. La façon dont Geneviève préférait gérer les menaces à son image soigneusement construite. De l'argent en échange du silence. Dignité achetée avec des euros. Ma douleur convertie en une transaction qu'elle pouvait contrôler. Comme je l'ai dit, maître Dubois, veuillez diriger toute communication vers mon avocat. Passez une excellente journée. J'ai raccroché et immédiatement appelé maître Duval, l'avocate spécialisée en divorce que ma sœur m'avait recommandée il y a des années, lorsqu'elle avait quitté son propre mariage toxique. J'ai besoin d'être représentée, ai-je dit sans préambule quand elle a décroché. Et j'ai besoin que ce soit quelqu'un qui ne soit pas impressionné par la politique des country clubs ou l'argent de famille. À quelle vitesse pouvez-vous venir, a demandé maître Duval, et j'ai entendu qu'elle attrapait déjà un bloc-notes juridique. L'après-midi a appartenu à Juliette, ma colocataire d'université devenue thérapeute à succès, l'amie qui avait vu ma personnalité s'épuiser lentement au cours de 3 années de mariage. Son appartement sentait les bougies à la vanille et le genre d'acceptation dont j'avais oublié l'existence. Tu as l'air différente, a-t-elle dit en s'installant dans la chaise en face de moi avec 2 tasses fumantes de thé à la camomille. Tes épaules ne sont plus remontées jusqu'aux oreilles. Nous avons parlé de tout, sauf de Geneviève, Thomas et de l'enveloppe qui avait tout changé. Juliette m'a raconté son rendez-vous en ligne désastreux avec un homme qui avait amené sa mère au dîner. J'ai partagé des histoires de mon nouveau travail dans le cabinet de marketing. Celui que j'avais commencé il y a 6 mois, quand j'avais enfin arrêté d'essayer d'être la parfaite femme au foyer pour un homme qui n'avait jamais remarqué l'effort. Pendant 2 heures, j'ai juste été Clara à nouveau. Pas la belle-fille décevante. Pas la femme qui ne pouvait pas être à la hauteur. Pas la femme qui avait passé 3 ans à s'excuser d'exister dans des espaces où elle n'était pas désirée. Juste moi, riant jusqu'à ce que j'ai mal au ventre à l'imitation de Juliette de la dernière tentative de sa mère pour la caser. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, a dit Juliette alors que je m'apprêtais à partir. Je ne t'ai pas vu rire comme ça depuis avant ton mariage. Je commençais à penser que j'avais imaginé la Clara avec qui j'étais à l'université. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à mon propre appartement, celui que j'avais gardé malgré les protestations de Thomas concernant les dépenses inutiles. Il n'avait jamais compris pourquoi j'avais besoin de mon propre espace, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Ce soir-là, alors que je tournais la clé dans la serrure et que j'entrais dans des pièces qui sentaient mes bougies et contenaient mes livres et affichaient mes photographies, je l'ai parfaitement compris. Voilà ce que l'on ressent quand on est chez soi. J'ai fait du thé dans ma propre cuisine, en utilisant les tasses dépareillées que j'avais collectionnées dans divers cafés, au lieu du service à thé assorti que Geneviève nous avait donné pour notre premier anniversaire. Je me suis levé sur mon canapé d'occasion avec le plaid que ma grand-mère avait crocheté, entouré du silence qui vient du fait d'être exactement là où l'on appartient. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Thomas. Je suis passé devant ton appartement. J'ai vu les lumières. Je sais que tu es là. S'il te plaît, parle-moi juste. J'ai regardé par ma fenêtre. Sa voiture était garée sur le parking comme un point d'interrogation, les phares perçant l'obscurité. Une partie de moi voulait descendre, expliquer, réconforter et arranger les choses, comme je l'avais toujours fait. La vieille Clara aurait déjà mis ses chaussures, déjà en train de préparer des excuses pour avoir causé une telle scène. Au lieu de cela, j'ai fermé les stores et monté le volume de la musique. Pour la première fois en 3 ans, j'étais exactement là où je voulais être, faisant exactement ce que je voulais faire, sans avoir personne à satisfaire d'autre que moi-même. Le silence n'était plus vide. Il était plein de possibilités. 3 semaines après l'enveloppe, l'empire social soigneusement construit de Geneviève a commencé à montrer ses premières vraies fissures. L'histoire s'était répandue dans leur cercle avec la vitesse que seul un véritable scandale peut atteindre. Murmuré pendant les matchs de tennis, discuté lors des réunions de clubs de lecture, analysé pendant les déjeuners coûteux au country club. La femme qui avait construit sa réputation en contrôlant les récits s'est soudainement retrouvée le sujet d'un récit qu'elle ne pouvait pas gérer. J'en ai entendu parler par Laura, qui était devenue mon réseau de renseignements officieux au sein de la famille.
Elle dit à tout le monde que tu as eu une sorte de crise nerveuse, a rapporté Laura lors d'une de nos réunions hebdomadaires autour d'un café. Elle dit que tu es instable depuis des mois, que Thomas te couvre par gentillesse. Mais l'histoire ne tenait pas. Trop de gens avaient été témoins de ce dîner, avaient vu mon calme face à sa cruauté. Le récit de la belle-fille instable s'est effondré lorsqu'il a été mesuré par rapport au souvenir de ma sortie calme et de son hystérie subséquente. Le cabinet de Maître Duval est devenu mon sanctuaire pendant ces semaines. Elle était tout ce que Geneviève n'était pas, directe sans être cruelle, puissante sans avoir besoin de rabaisser les autres. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais du divorce, elle n'a pas bronché. Négligence émotionnelle et abus de complicité, ai-je dit, les mots venant plus facilement que je ne m'y attendais. 3 ans d'isolement systématique et de manipulation psychologique, rendus possibles par un mari qui a choisi le confort de sa mère au détriment de la dignité de sa femme. Maître Duval a cligné des yeux une fois, puis a hoché la tête avec la reconnaissance de quelqu'un qui avait déjà entendu cette histoire. « Avez-vous de la documentation ?» J'ai souri, pensant au contenu de l'enveloppe. Pas seulement les documents financiers qui avaient terrorisé Geneviève, mais le registre minutieux que j'avais tenu pendant des mois. Capture d'écran de discussion de groupe familial dont j'étais exclu. Enregistrements vocaux de conversation où Thomas promettait de gérer sa mère mais ne le faisait jamais. Fils de courriel sur des événements familiaux où mes restrictions alimentaires étaient ignorées malgré de multiples rappels. J'ai tout, ai-je dit. La procédure de divorce a avancé avec une efficacité surprenante. Les tentatives de Thomas à la réconciliation sont devenues de plus en plus désespérées et, franchement, pathétiques. Il s'est présenté à mon appartement 2 fois de plus, laissant des fleurs qui ont fané intactes sur le pas de ma porte. Il a envoyé de longs SMS décousus qui oscillaient entre colère et supplication, chacun confirmant ma décision plus fermement que le précédent. La Mercedes s'est vendue en 1 semaine. L'acheteuse était une jeune entrepreneuse qui venait de décrocher son premier contrat majeur. Elle m'a rappelé moi-même avant que j'apprenne à me rétrécir. Quand elle m'a remis le chèque, j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de ma poitrine, comme une serrure qui s'ouvre enfin. L'argent est devenu la graine de quelque chose dont je rêvais depuis l'université mais que j'avais enterré sous des années à être l'épouse qui soutenait. Un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux petites entreprises pour développer des voies de marque authentiques. Le genre de travail qui m'énergisait, qui me faisait oublier de regarder l'heure, qui ressemblait à rentrer chez moi, en moi-même. J'ai loué un petit bureau dans le quartier des Arts, un endroit où Geneviève ne s'aventurerait jamais. Les murs étaient en briques apparentes. Le café était parfait. Et mes voisins les plus proches étaient un atelier de céramique et une librairie vintage. Chaque matin, j'entrais dans cet espace et je me souvenais de qui j'avais été avant de commencer à me modifier pour correspondre aux attentes des autres. Les clients sont arrivés lentement au début, puis en flux constant, à mesure que la nouvelle se répandait. Chaque projet était une petite rébellion contre tout ce que Geneviève m'avait appris sur mes propres limites. J'étais bonne dans ce travail, meilleure que bonne. J'étais exceptionnelle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'approbation de qui que ce soit d'autre. 6 mois après l'enveloppe, je me tenais dans le couloir du palais de justice, attendant que mon nom soit appelé. Les papiers de divorce étaient signés, le règlement finalisé. Maître Duval m'avait averti que Thomas pourrait tenter un dernier geste dramatique, mais le couloir est resté vide, à l'exception d'autres personnes attendant leur propre tournant juridique. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu le ton. On aurait pu arranger ça. Aucune signature, aucune identification, mais cela portait le poids de chaque conversation que nous n'avions jamais eue, de chaque compromis que j'avais fait et qu'il n'avait jamais remarqué, de chaque moment où il aurait pu me choisir et ne l'avait pas fait. Le message est resté là comme un test final, attendant de voir si j'allais réagir, si j'allais expliquer, si j'allais lui donner une dernière chance de me rendre responsable de ses regrets. Je l'ai supprimé sans répondre. Clara Martin. La voix de la greffière a interrompu mes pensées. Je l'ai suivie dans la salle d'audience, où un juge que je n'avais jamais vu auparavant allait officiellement dissoudre un mariage qui était en train de mourir bien avant que je trouve le courage de l'enterrer. La procédure a duré 12 minutes. 12 minutes pour défaire 3 ans à essayer de devenir quelqu'un que je n'étais jamais censé être. Quand le juge nous a prononcé légalement divorcés, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis le jour de mon mariage. Peut-être plus légère que je ne l'avais jamais été. Dehors, devant le palais de justice, le soleil de fin d'après-midi peignait tout en or. Je suis resté un instant sur les marches, respirant un air qui avait le goût de la liberté. Mon téléphone a sonné.
Juliette appelait pour célébrer. Maître Duval est passé et m'a serré l'épaule, son expression fière d'une manière qui me rappelait à quoi ressemblait un soutien sain. J'ai pensé à la femme qui était entrée dans ce dîner de fête des mères il y a 6 mois, serrant espoir et clés de voiture comme des talismans contre le rejet. Elle était si désespérée d'appartenir quelque part qu'elle avait oublié qu'elle s'appartenait déjà à elle-même. La femme qui descendait ces marches du palais de justice était différente. Non pas parce qu'elle avait gagné une bataille, mais parce qu'elle avait enfin cessé de combattre une guerre qui n'était pas la sienne au départ. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact de Claire. Café la semaine prochaine? J'ai écrit. Je veux entendre parler de tes projets pour lancer ton entreprise de photographie. Certaines victoires ne consistent pas à vaincre les autres. Parfois, elles consistent à refuser de laisser les autres vous vaincre. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est simplement de partir et de construire quelque chose de beau à partir des morceaux qu'ils n'ont pas pu briser. Cette histoire de vengeance ultime vous a-t-elle tenu en haleine? Appuyez tout de suite sur le bouton j'aime. Ma partie préférée a été quand Clara a calmement posé cette enveloppe mystérieuse et est partie avec la voiture. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.